Découvrir le pays de Tarbes et de la Haute-Bigorre, c'est l'assurance d'un grand bol d'air. Omniprésentes, les Pyrénées sont le fil rouge de ce territoire. Elles sont aussi le terrain d'exploits sportifs, comme sur les routes du Tourmalet, col mythique du cyclisme. Je n'ai aucune idée de la pente. Par contre, il y a du vent et franchement, c'est dur. Le pays de Tarbes, c'est aussi une terre où l'on est fier de son identité bigourdane et de ses traditions. Le chant bigourdan, c'est dans mon cœur et dans beaucoup de cœurs d'hommes et de femmes bigourdanes. Sur les contreforts pyrénéens, on trouve aussi des métiers en voie de disparition et avec eux des savoir-faire ancestraux, comme la tonte du bélier au ciseau. Il fait quand même 5 kilos. Voilà. Écoute, moi je le tends dans 2 jours, hein, celui-là, je pense. Je crois que tu vas même 3 jours. Les traditions, on les trouve aussi côté assiette avec l'incontournable haricot tarbais et la non moins fameuse garbure. Ça sent bon, c'est par là. Oh là là là. Voilà la garbure. Bravo. On est vraiment au cœur de la tradition. Oh, oui. On y est là. À Bagnères de Bigorre, c'est en observant les Pyrénées que l'on vient se soigner depuis les Romains. Plateforme du thermalisme, l'eau est ici une véritable richesse. Donc c'est une eau qui est très riche en oligo-éléments, en magnésium. Alors vous la trouvez bonne? Excellente eau thermale. J'ai pas l'habitude de boire d'eau chaude. Cette balade en pays de Tarbes et de la Haute-Bigorre nous fera découvrir une dizaine de lieux pour autant de rencontres inoubliables et de surprises qui font toute sa richesse. Notre voyage débute à Tarbes avec Philippe Dintrance, ancien rugbyman du club de la ville et capitaine de l'équipe de France. Quand on parle gastronomie, en bon vivant, sa curiosité s'éveille. Aujourd'hui, il part à la découverte d'un incontournable de la culture tarbaise, le haricot. Il a rendez-vous avec un ancien coéquipier des années 80, Jean-Marc Bédouret, qui dirige la coopérative du haricot tarbais. Comment vas-tu, Jean-Marc? Comment vas-tu, Philippe? Impeccable. Et voilà, on est au haricot tarbais, on est installé ici depuis 2002. Je vais te faire visiter. Allez, oui, avec grand plaisir. Oui. Allez. Avant la visite, un peu d'histoire. Le haricot tarbais trouve ses racines au Mexique. Il est cultivé dans la plaine de Tarbes depuis le XVIIIe siècle. Ce n'est que depuis le milieu des années 80 qu'une coopérative a vu le jour. Bon, dis-moi, Jean-Marc. Alors, c'est pas ici que tout a commencé. On a commencé en 86 dans la grange du premier président. On était une douzaine de producteurs. On commençait, on faisait tout à la main et aujourd'hui, on arrive à trier 1 tonne à l'heure. Le tarbais, Philippe l'a chevillé au corps depuis son enfance. Il y associe donc pas mal de souvenirs. Ça représente des souvenirs d'enfance, des goûts, des saveurs et puis le tarbais, quoi. Je vois bien le bigourdan tarbais avec son béret et le haricot tarbais. Bon, pour le français, c'est la baguette de pain et le citron de rouge, mais là, pour chez nous, c'est le haricot tarbais. Si Philippe et les Tarbais sont si fiers de ce haricot, c'est aussi parce qu'il est le premier à avoir eu un label rouge. Un signe de qualité obtenu notamment pour ses semences sélectionnées et sa culture raisonnée. Mais ce que Philippe ignore, c'est qu'avant d'être consommé, la technologie dernier cri est utilisée pour garantir sa qualité. Dans le haricot, il y a des fois du charançon, il peut y avoir du charançon, des petites bêtes là, qui mangent les grains. C'est le charançon, petite bête qui mange les graines, d'accord. Donc s'il y a des larves de charançon là-dedans, ça va partir à bord d'air sur échesse. Ouais. Tunnel de congélation, moins 35 pendant 24 heures. Et après, ça revient. Voilà. Les larves sont toutes éteintes. Et après, c'est à partir de ce moment-là qu'il pourra être commercialisé. C'est donc débarrassé des charançons que le tarbais peut partir à la conquête du monde. Et il ne s'en prive pas. Il est distribué au Japon, en Chine et aux États-Unis. La coopérative en écoule 130 tonnes chaque année. Pour Philippe, la visite s'arrête là. Allez, bonne journée, merci. Allez, bonne journée. Mais voir autant de haricots lui a fait venir l'eau à la bouche. Alors pour ne pas rester sur sa faim, il nous emmène maintenant à quelques kilomètres de là, à la découverte d'une recette bigourdane où le haricot tarbais est roi. Jean-Paul Hérault est à la tête d'une conserverie familiale. Sa spécialité, la garbure ou recette traditionnelle des Pyrénées. Ça tombe bien parce Regardez que ça précisément. c'est C'est l'heure. C'est l'heure de midi. Voilà. Le temps de la faire. On va voir la fameuse garbure. À l'origine, la garbure est une soupe paysanne très rustique, à base de légumes et de viande confite. Ingrédients de base, choux, poireaux, pommes de terre, et bien sûr en Bigorre, on y ajoute Le haricot tarbais.
Ce qui est important, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on appelle la camotte, le jarret de porc. On fait cuire ça à peu près 45 minutes. On aura fait revenir les ailerons, on fait dorer le morceau de confit. Et ensuite, donc, on dispose dans les bocaux. Minutieusement, j'ai l'impression. Il n'existe pas une, mais des garbures. N'hésitez pas à enrichir le plat à votre guise, surtout si Philippe s'invite à votre table. Il n'y a pas de règle vraiment. Tout à l'heure, il t'a dit, on met les ailerons confits, mais on peut mettre une cuisse d'oie confite. Par exemple, si tu m'invites à moi, Jean-Paul, il faut me faire une cuisse d'oie au canard. Et voilà, tu comprends, il faut du solide. Ça tombe bien, l'heure du solide, c'est maintenant. Tiens, qui voilà? Jean-Marc Bédouret qui vient vérifier à quelle sauce sont mangés ces haricots. À moins qu'il ne soit guidé par une fringale tenace. On va les servir. Avec les ailerons confits. Oh, et Jean-Marc, quand tu sers du haricot tarbé, il n'est pas loin le mec. Ça y est, ça y est. Ah oui. Entends les cloches, c'est midi en plus. Oui. Regarde, ouais. Mais santé. Pacherin de Vic-Bilh, le vin des Hautes-Pyrénées. Les Pacherin là. Putain qu'il est bon. Garbure. Là on y est dans le match. Un moment de pur plaisir pour Philippe, qui lui en rappelle bien d'autres. Tu sais, comme quand je jouais en équipe de France, quand on jouait la Marseillaise, puis qu'est-ce que tu ressens? Tu peux pas le dire, tu as tellement de chaleur dans toi, tu penses que c'est un jardin secret, alors ça c'est le jardin secret. C'est là Jean-Paul, bravo. Ah ouais. On est vraiment au cœur de la tradition. Ah ouais, on y est là. Changement d'ambiance et de temps à présent pour découvrir l'une des communes célèbres du pays de Tarbes, Bagnères de Bigorre. Jean-Sébastien Gion est intarissable sur sa ville de cœur. Il y est installé depuis 30 ans, séduit par son emplacement au pied des Pyrénées, mais aussi par son charme intemporel. Il ne se lasse pas de la découvrir et de la faire découvrir, même sous la pluie. Première étape, la mairie, ancienne demeure de Léon Géruzet, le principal exploitant du marbre de Bagnères, qui fit la fortune de la ville au XIXe siècle. C'est une marbrière qui avait donné énormément de marbre sur Versailles. Et puis, donc, il a ouvert une usine ici. On a commencé par 75 ouvriers. Et on estime en 1890, la marbrerie Géruzet avait quelque chose comme 438 ouvriers. La marbrerie ensuite a tenu, je crois, jusqu'en 1986 ou 87. Et puis voilà, grandeur et décadence, parce que le marbre n'est plus aussi prisé qu'auparavant. Quelques exemples de la période faste du marbre rouge de Bagnères sont visibles à l'Assemblée nationale ou à l'Opéra Garnier. On en trouve également dans les allées des Coustous à Bagnères. Les allées des Coustous, c'est l'un des endroits favoris de Jean-Sébastien, et c'est un peu les Champs-Élysées du coin. Bon, le glamour en moins, car le nom Coustous viendrait de celui donné aux côtelettes de porc, que les Bagnerais faisaient griller ici les jours de fête. Mais aujourd'hui, le temps n'est pas vraiment au barbecue. Alors direction un abri et un lieu de vie, le marché des Halles. Elles sont superbes, c'est le point stratégique des commerçants, le marché, le grand marché du samedi. Alors il y a sous les Halles, tout autour, il y a énormément de places occupées. Et s'il ne fallait conserver qu'un seul stand, Jean-Sébastien pencherait pour celui des pâtisseries d'Evelyne Courade, tenu aujourd'hui par sa fille Élodie. Difficile de résister aux tourtes aux myrtilles, aux gâteaux à la broche, surtout quand ils contiennent les saveurs du coin. Tout est artisanal, avec des produits, des fruits que nous trouvons chez nous, dans notre région également. Donc que ce soit de la myrtille ou la poire chez un petit producteur dans le coin, enfin, voilà. Donc c'est vraiment extraordinaire, à ne pas manquer, le samedi. Partons maintenant à la découverte de l'une des traditions les plus emblématiques de la Bigorre, le chant. À Ibos, nous arrivons à l'heure de l'apéro, après la messe du dimanche. Les tenues traditionnelles sont de sortie, et bien sûr, on donne de la voix en patois. Quand on parle de chant, Daniel Aguillon n'est jamais loin. Berger et chanteur, c'est un authentique bigourdan, le béret toujours bien vissé sur la tête. C'est en sa compagnie que nous allons découvrir la Estéade, une fête vieille de 36 ans. Aujourd'hui, nous avons la fête du folklore pyrénéen, le chant bigourdan, qui se déroule ici à 3 jours. 3 jours de fête que Daniel ne manquerait pour rien au monde. Chanter, c'est bien plus que son passe-temps, c'est une façon d'affirmer son identité. C'est une journée qui est très importante pour nous, pour la Bigorre, pour notre langue,
Comme je dis, que l'on soit basque, bigourdan, landais, breton, nous avons nos racines, on ne doit pas les renier. Et ils sont nombreux à en avoir conscience. La Estéiade réunit cette année 48 chorales de toute la Bigorre et des vallées voisines. Pour prendre la mesure de l'événement, direction le chapiteau géant, monté à quelques mètres de là. Les groupes s'y succèdent tout le dimanche après-midi. C'est le bouquet final de la Estéiade. Pas question ici de compétition, mais juste du plaisir d'être réunis pour en pousser une, comme le veut l'expression. La chorale de Daniel s'appelle les Amassas de Bigorre. Et la seule idée de chanter avec eux lui donne beaucoup d'émotion. C'est un très grand moment. J'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé ce truc-là de la défense de la langue, la défense du chant. Parce que par le chant, on peut s'exprimer davantage que par la parole. Des fois, les paroles sont dures à entendre et à donner. Et le chant, on peut faire passer des messages par le chant avec douceur. Et moi, une fête comme ça, de convivialité, de chant, de fête, c'est dans le cœur. Une histoire de cœur et d'amitié autour d'un plaisir simple, chanter. La chanson, c'est « Oh mon pays ». « Oh mon pays », c'est une chanson d'une jeune fille qui est en montagne. Et les garçons laissent le village pour aller à la ville, pour aller travailler. Et la jeune fille, elle décide de rester. Elle dit non, moi je ne partirai pas de la montagne de chez moi. Qu'est-ce que je vais faire sans mes moutons, sans mes montagnes, sans ma cabane, l'été là-haut. Et mon bonheur, il est ici. Il n'est pas à la ville. Une chanson qui résume bien la vie de Daniel. Un authentique amoureux de la Bigorre et de ses traditions. Et visiblement, la relève est déjà prête. Retour à Bagnères de Bigorre, avec le soleil cette fois. Nous y retrouvons Jean-Sébastien Gion, ce quinquagénaire dynamique, à la fois authentique enfant du pays, scientifique et éternel curieux. Son métier, c'est de faire découvrir le milieu et les richesses pyrénéennes. Le thermalisme en fait partie, c'est même le pilier de l'économie de Bagnères de Bigorre depuis 190 ans. Il a rendez-vous avec Chantal Picmal, la directrice des Grands Thermes. Madame Picmal, bonjour. C'est gentil de venir nous voir. Entrez, je vais vous faire visiter. Ah, c'est sympa. Calcium, magnésium, oligoéléments, l'eau des sources de Bagnères vient des profondeurs de la Terre. Depuis les Romains, elle soigne les rhumatismes, les voies respiratoires ou le stress. Tous les curistes, qu'ils soient en rhumatologie, en affection psychosomatique ou en voie respiratoire, ont une cure de boisson pendant leur cure. Donc c'est une eau qui est très riche en oligoéléments, en magnésium, calcium. Alors vous la trouvez bonne ? Oui, excellente tout thermale. J'ai pas l'habitude de boire d'eau chaude. Ça fait du bien, vous voyez, les curistes en boivent écoutez, cette eau tous les jours pendant 3 semaines. Ah, mais si ça me profite, j'en suis enchanté. Seigneur Dieu, j'ai jamais bu autant d'eau de ma vie. Cette eau, c'est le fonds de commerce, alors on en prend soin. Pour en savoir plus, direction la station de pompage, la face cachée des thermes. Jean-Sébastien a rendez-vous avec Romain Fourneau, le responsable de la qualité, jamais à court d'un bon tuyau pour entretenir son réseau. Bonjour Romain. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Qu'est-ce que tu surveilles là ? Je mets en route le service des bains. On va faire circuler l'eau qui part du forage, donc qui puise à 200 mètres de profondeur. Oui. L'eau ressort à 50 degrés. Elle arrive ici. Elle est distribuée sur tous les postes de soins que tu peux voir. Donc plusieurs fois par semaine, on pasteurise tout le réseau pour desservir nos curistes la meilleure eau possible. Bon, je pense que sous les Romains, on avait trouvé des anciennes canalisations en plomb. Ah oui, sûrement, ouais. Qui se dégradaient assez vite. Et... Tu t'en rends compte ? Les conduites en plomb, c'est de l'histoire ancienne. L'approche médicalisée du thermalisme à Bagnères séduit aujourd'hui plus de 7000 curistes chaque année. Mais pour rajeunir son image et sa clientèle, la ville et Chantal Picmal ont eu l'idée de créer une version ludique des Grands Thermes. Un lieu où l'eau est synonyme de bien-être et de détente, dans un cadre zen. Disait à Coency, c'est une très très belle appellation. Le nom de l'endroit, c'est l'idée et la fierté de Chantal. Il se devait d'avoir une symbolique forte. Il faut s'ancrer dans nos racines thermales et historiques. Et c'est vrai que les bagnérés se sont tout de suite retrouvés dans ce nom d'Aquensis. Notre volonté, c'était de faire un lieu autour de l'eau thermale, mais non plus sur du médical, sur de la remise en forme, du bien-être. Et pour cause, Aquensis s'inspire des origines de Bagnères,
que les Romains appelaient alors Vicus Aquensis, la cité des eaux. Les bois sont superbes, hein. Magnifiques. Tout aussi magnifique, la terrasse de 20 mètres carrés au-dessus du bassin. Elle offre une vue imprenable sur les Pyrénées. Ah, le site est super. C'est au pied des Pyrénées, enfin, pratiquement dedans. Les pieds dans l'eau quand même, hein, Les pieds dans dans l'eau l'eau. thermale, je le rappelle. Bagnères et le thermalisme, c'est un lien à la fois historique et économique, car l'activité représente 500 emplois directs et 2000 emplois indirects pour la ville. Nous quittons Bagnères pour les contreforts pyrénéens à la rencontre de notre 4e guide. Raphaël Gessic est écrivaine. Après avoir vécu en Guyane et en Bourgogne, elle a voulu revenir aux sources. Et c'est à Bêtepoué, le village de ses racines, près du Tourmalet, qu'elle a installé sa maison d'édition. Avec elle, nous allons découvrir des savoir-faire ancestraux. Et ça commence chez Lacarde, la dernière entreprise qui travaille la laine des Pyrénées. Bonjour Damien. Bonjour. C'est Damien qui l'accueille, le fils de cette entreprise familiale, dynamique et passionné par le travail de la laine. Il va mener la visite avec la même énergie qu'il met dans son travail. Voilà, alors ça, ces grosses balles que tu vois, c'est la matière première qu'on a prélevée en fait aux agriculteurs. Cette laine, une fois lavée, on va l'envoyer filer et teinter. Elle va nous revenir en fait sous forme de palettes et de bobines de fil. Je vais te les montrer, elles sont juste à côté. Ces bobines de fil, il faut savoir que c'est un fil qui est très spécifique. Il est assez grossier, tu vois, dès qu'on tire dessus, c'est un fil qui est très cassant. Alors ça va nous intéresser. On va tisser une toile avec ce fil. Et cette toile, ensuite, on va venir la gratter pour arracher la fibre de la laine et donner le gonflant à la couverture. Avant que la couverture n'obtienne son gonflant, il faut la tisser. C'est ce que va faire Raphaël, et l'effort est de taille. Bon, mais voilà Damien. C'est quoi cette machine? Bon, alors ça, c'est un métier à tisser. C'est la machine en fait qui va préparer les toiles rêches que tu vois devant et qui vont devenir couverture. Alors, ce que tu vas faire, tu poses la main simplement et tu donnes un petit coup en haut et la machine va démarrer. Voilà, c'est parti. Voilà. Et on voit la couverture qui avance. Alors ça va assez vite. Hein. Pour l'arrêter, c'est pareil. Tu tournes dans l'autre sens. Et voilà. Parfait. Donc là, tu vois, J'ai bien travaillé. 2 carreaux et on le voit sans défaut. On va pouvoir maintenant gratter la couverture. Alors ça va pas être la même parce qu'elle est un peu lourde à porter. Ouais. Mais on va aller jusqu'à l'autre machine. Allez. Une fois le fil tissé, c'est cette seconde machine qui intervient sous l'action de 500 brosses métalliques appelées chardons. La couverture est grattée, elle va ainsi prendre du volume. Avant, cette machine elle marchait avec des chardons végétaux, il y a encore 30 ans. Donc on a remplacé les chardons végétaux par les chardons métalliques. C'est parti. Voilà, super. Comme ça, tu as pratiquement terminé la couverture. Il te restera à la découper, à la border. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Oui. C'est une bonne qualité. Ah, c'est une très bonne qualité. Une qualité déclinée en robe de chambre, veste ou écharpe. Voilà 5 générations que ce savoir-faire se transmet de parents à enfants, et Damien n'a pas échappé au virus de la laine des Pyrénées. Je suis né ici en fait. Je suis né dans la laine, dans le fil, j'ai toujours eu envie de continuer. C'est une matière qui est assez noble, on a envie d'étendre au maximum, créer de nouveaux tissus, de nouveaux vêtements. Qu'est-ce qui explique selon toi que cette entreprise existe toujours aujourd'hui? Alors, moi j'ai toujours pas repris l'entreprise, alors on va plutôt poser la question à la génération en place. On a un pouvoir d'adaptation qui est relativement rapide. Notre petite entreprise commercialise directement avec notre clientèle et on répond immédiatement aux besoins de la clientèle. De la laine des Pyrénées travaillée dans les Pyrénées pour une clientèle majoritairement locale. Lacarde est un précurseur des circuits courts économiques. C'est ce qui explique sa survie. Bon, mais écoute Damien, merci pour toutes ces explications. Eh bien avec plaisir et je te Merci. souhaite une bonne continuation. Et à toi aussi pour cette reprise. Eh bien merci bien. Au revoir, merci. Bonne journée. En Bigorre, côté tradition, impossible d'échapper au rugby. Et à Tarbes, il est un endroit unique pour des rencontres au sommet. Au stade Maurice Trélu, le jeu vole la vedette aux Pyrénées. Pour Philippe Dintrance, ce lieu, c'est le fil rouge de sa vie. Il y débute à 10 ans, entre en équipe première à 18 et termine sa carrière avec 51 sélections en équipe de France. Revenir ici, c'est forcément ouvrir la boîte à souvenirs, avec bien sûr un peu de nostalgie.
Je me vois, tu vois, là on est dans les 5 mètres, je me vois sur la touche bondir d'un côté à l'autre. J'ai envie de chausser les crampons, quoi. Ce qui est de détestable au rugby, c'est qu'une fois qu'on a fini de jouer, on ne peut plus jouer, quoi. Au golf, tu peux continuer à jouer. Ça, c'est vrai que quelques nuits, ça me travaille. Si les crampons sont rangés, il apprécie toujours autant son côté festif. Même si le Tarbes Pyrénées Rugby ne joue plus les premiers rôles comme à sa grande époque, ce club et ce sport font partie des valeurs bigourdanes. C'est la culture de ce pays, c'est-à-dire ce qui fait apprendre aux hommes à travailler ensemble, à être dur quand il faut être dur et à se serrer les coudes. Cet état d'esprit, ces valeurs, Philippe est aujourd'hui invité à les transmettre. Avec d'autres champions du club, il va remettre les maillots. Et là, si tu veux, là, on faisait les 100 pas, quoi. Là, c'était les 100 pas, le truc. Les chiens sont là-bas, les arbitres sont au fond. C'est extraordinaire. Allez, voilà bien. T'es prêt? Moi, j'étais remplaçant aussi, au départ. Salut mes potes. C'est le dernier match à domicile de la saison. Les joueurs ont encore un espoir de retrouver la première division. Mais ça passe par une victoire. On sent Philippe prêt à entrer sur le terrain pour les aider. Mais c'est en tribune qu'il va vivre le match, aux côtés du président du Tarbes Pyrénées Rugby. Ici. Là, c'est pas pareil. 9 minutes 40 de jeu. C'est fort. Hop, et c'est la fin du match, mesdames et Ce soir, victoire large pour Tarbes. La troisième mi-temps promet d'être mouvementée. Mon président, content? Prêt, ça va aller. On va pouvoir boire une bière ce soir, tranquille. merci à vous, cher public. La troisième mi-temps, c'est le moment où l'on refait le match, victoire comme défaite. Et bien sûr, en Bigorre, c'est en chanson que se termine la soirée. Et Philippe n'est pas le dernier à mettre de l'ambiance. Deux heures après la fin du match, la fête se poursuit. Mais Philippe doit rentrer. Fini pour lui les après-matchs de toute une nuit. Sa passion pour le rugby reste intacte. Il la vit juste avec un peu plus de modération. Merci pour ton accueil, mon ami. Et vive le Tarbes Pyrénées Rugby. Merci et bienvenue. Direction maintenant la périphérie de Tarbes. C'est à Ibos que nous retrouvons Daniel Aguillon. Il a fait de ce village son repère, car Ibos est un endroit à part en Bigorre. Au Moyen-Âge, c'était un important nœud commercial, de par sa position frontalière avec le Béarn. Sa collégiale était alors une place forte, symbole de puissance et de richesse. Elle suscitait bien des jalousies. Du temps a passé, Ibos a perdu de son importance, mais la jalousie est restée et des légendes sont nées. Pour les évoquer, Daniel a rendez-vous avec Jeanne Péguigny, mémoire vivante des lieux. Ibos, quand même, c'est un village un peu à part, disons, des autres villages de la plaine. Oui, c'est un village qui a quand même une richesse architecturale très particulière. Comme ce village est protégé du fait de la collégiale, nous avons dans le village des maisons très anciennes qui sont restaurées. Et ça fait que souvent on est envié par nos voisins. On vous attaque pas mal à vous, Ibosiens. Oui, il y a des légendes, mais ce sont des légendes. Tu en connais des légendes? Oui, il y a cette légende de gars qui va travailler à Tarbes et qui le matin, en partant travailler, avait le soleil en pleine figure. Le soir, il rentrait, il avait ce soleil en pleine figure tout le temps. Et donc, il a intenté un procès contre le soleil. Il paraît que ce serait encore d'actualité, puisque le procès ne s'est jamais terminé. C'est pas pour rien qu'on vous appelle quand même les pépis. Ben oui, mais les imbéciles, les idiots d'Ibos. Oh, ça veut pas dire les imbéciles, hein. Ça veut dire les gens un peu naïfs, un peu simplés. Los pépis. Los pépis, oui, voilà. Naïf, c'est du moins ce que pensent les villages voisins, jaloux selon la légende de l'imposante collégiale.
Avec près de 30 mètres de haut, elle est visible à des kilomètres à la ronde. Son histoire est en revanche plus floue, et ses origines se perdent dans la nuit des temps. Cette église, elle est au centre du premier village d'Ibos, qui avait une forteresse. C'était une forteresse, d'ailleurs à une époque on l'appelait château. Dans cette église ont vécu des soldats au moment des guerres de religion. Et la collégiale abrite sa propre légende. Vous voyez 2 trappes, et soi-disant que ces 2 trappes donneraient accès à un tunnel qui nous relierait à la cathédrale de Tarbes. Bon, ceci a été démenti, mais par contre, il n'est pas impossible du tout qu'à l'époque où cette église servait de forteresse, on pouvait sortir du village. Aujourd'hui, la collégiale fait la fierté de tout le village. Et pour cause, depuis 1875, elle est classée monument historique. C'est pour découvrir une autre forme de patrimoine que Jean-Sébastien nous emmène maintenant à quelques kilomètres de Bagnères. Direction les grottes de Médouce, une merveille de la nature et l'un des atouts touristiques de la Bigorre. C'est aussi une histoire de famille. Bonjour Jean, ça va? Aux manettes, Jean Brunelet, le propriétaire, c'est lui qui est de dos. En guise de guide, il y a Laurent le fils et Victorine sa copine. C'est elle qui accompagne Jean-Sébastien sous la terre. Alors là, on rentre dans la salle du Mont-Cervin. Vous l'avez ici. Magnifique. C'est estimé à quel âge ça? À peu près 120 000 ans, à peu près. Ça donne un peu la notion du temps, ça permet d'avoir un peu de recul. Quoique, bon, 120 000 ans en géologie, c'est pas très long, mais pour l'homme, ça C'est énorme. C'est sacrément énorme. Donc ça donne une belle relativité du temps, oui. Ici, le temps semble s'être arrêté pour sculpter des concrétions, des colonnes, des parties fines ou biscornues que l'on appelle excentriques. Jean-Sébastien ne sait plus où donner de la tête. Passionné de géologie, il s'émerveille devant les stalactites et stalagmites. Et voilà que Victorine a droit à un cours magistral. Lorsqu'on a de l'eau qui circule dans les fissures du calcaire, l'eau se charge de carbonate de calcium. Et dans les fissures, la pression est relativement élevée par rapport à la pression qu'il y a dans la grotte. Donc dès que l'eau arrive dans le plafond de la grotte, la pression chute un tout petit peu et ça permet justement à la goutte d'eau de déposer un tout petit peu de calcium pur. Paf, à un moment donné, elle tombe, elle embarque un peu plus de carbonate de calcium qui, ça éclabousse, ça rebondit et il se forme une petite stalagmite en même temps. Et puis petit à petit, les deux se rejoignent. La jonction s'opère au fil des millénaires, comme ici, il y a une centaine d'années. Victorine reprend la main sur la visite. Elle emmène maintenant Jean-Sébastien un peu plus en profondeur pour une surprise au bout de ses marches. Elle y retrouve Laurent sur une barque pour franchir un tronçon de l'Adour. C'est au tour de ce dernier, justement, d'essayer d'en apprendre un peu plus à Jean-Sébastien. Nous allons parcourir 200 mètres. Nous allons voir des concrétions comme dans la partie supérieure et dans la partie piétonne. Donc la profondeur moyenne de l'eau, 1,70 m et sa température 6 degrés. Pas de chance pour Laurent, Jean-Sébastien est aussi incollable sur le rôle de l'Adour dans la formation des grottes de Médouce. C'est l'Adour qui s'est perdu par une perte, c'est le cas de le dire, et qui s'est enfoncé au fur et à mesure des périodes glaciaires, des fonds de périodes glaciaires, voilà. Puis on navigue dessus vers la sortie. Elle est rentrée au niveau de Campan, elle ressort ici, 3 km plus loin finalement, 3 ou 4 km de Campan. Ouais. Exactement. Voilà. De l'autre côté de ce bout d'Adour se trouve la fin du parcours. Un musée grandeur nature pour Jean-Sébastien est visible chaque année en compagnie de Laurent ou Victorine, du 1er avril au 15 octobre. C'est quand il fait chaud l'été, c'est bien d'être dedans. Ah, ça, c'est sûr. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Pendant ce temps, Daniel est resté à Ibos, le village des légendes, pour nous faire découvrir une pâtisserie on ne peut plus authentique. Au restaurant Les Platanes, à côté de la collégiale, il a rendez-vous avec Bernard, le patron, ainsi que Georges et Thérèse, deux figures du village. Ils détiennent le secret et le savoir-faire de la recette du gâteau à la broche, à l'ancienne. Nos deux cuisiniers ont revêtu la tenue traditionnelle bigourdane pour l'occasion. C'est un costume bigourdan. Pour la fête du village. Voilà. 1 kg de sucre, de farine et de beurre et 26 œufs. C'est une pâte qui a été faite à peu près il y a une demi-heure. Il faut que la pâte se repose aussi un petit peu. Voilà. Une lichette de rhum pour parfumer. Enfin, un peu plus pour Thérèse.
Oh non mais... Il n'y a plus qu'à superposer les couches. Lors de cette phase, Georges accélère son mouvement avant de le ralentir une fois la pâte répartie. Aucune machine n'a pu remplacer la main de Georges dans cette tâche, ce qui lui demande une certaine capacité à résister à la chaleur. Tu vois, c'est la vapeur qui sort. Du Georges ou du gâteau? Ah, du gâteau. Georges, la vapeur, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Comptez 1h30 de cuisson et un peu de patience avant de pouvoir déguster. Mais le gâteau est terminé, alors bon, on le met en repos jusqu'à demain. Un jour de repos, mais un gâteau qui reste comestible pendant 1 mois. Il est servi notamment pour les fêtes et les mariages. Après la recette authentique, découvrons un métier qu'il est tout autant, berger. Nous sommes sur les contreforts du Tourmalet pour rencontrer un personnage et apprendre une langue. Ils ne comprennent pas le français. Nous, dans notre travail, même entre bergers, on parle toujours patron. Laurent est le cousin de Raphaël, que nous retrouvons avec Ambre, sa fille, très curieuse d'en savoir un peu plus sur le métier de berger. Est-ce que tu peux me dire si le métier se perd ou s'il y a de plus en plus de bergers? Mais tu sais, j'ai connu à peu près 1500 bergers. Et aujourd'hui, on doit être allé entre 80 et 90. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la modernisation, c'est le temps qui change, c'est l'évolution, quoi. Il faut faire avec. Laurent pense que son métier pourrait disparaître d'ici une trentaine d'années. Ça renforce chez lui l'envie de partager son savoir-faire. Aujourd'hui, il en réserve un bel exemple à Raphaël et il s'habille pour l'occasion. Ça, c'est mon costard d'image. Ma tenue de scène. Et c'est parti pour une bonne séance de toilettage. C'est un bélier que j'ai acheté justement parce que c'est un bon bélier et il fallait justement que je le tonde et on va faire ça aujourd'hui. Alors maintenant il faut le coucher pour lui attacher les 4 pattes pour pouvoir le tondre parce que autrement il va bouger et je ne vais pas pouvoir le tondre. Alors, il fait quand même 100 kilos. Voilà. Voilà, tu fais le nœud, tu le serres. Alors maintenant, voilà, là ça va être bon, impeccable. Voilà, tu vois déjà la différence. Mais il a la poignée. Et pourquoi est-ce qu'il vaut mieux tondre au ciseau plutôt qu'avec une tondeuse électrique? Mais bon, moi, disons que je tonde au ciseau parce que tu vois, au ciseau, tu peux laisser une épaisseur de laine. La tondeuse électrique, elle rase le cuir, donc tu verrais, la bête, s'il fait froid, elle va souffrir. Alors, moi, en laissant une épaisseur, ben, la bête va être protégée de la chaleur et du froid. Parce que même quand elles sont tondues au ras à l'automne, quand elles fait chaud, elles prennent un coup au soleil. Et regarde, je vais t'expliquer, tu vois, viens voir. Voilà, il faut que tu aies la pointe pas trop élevée, comme ça, voilà. C'est un coup à prendre. Hein. Ah, c'est pas évident. Non, c'est pas facile. Écoute, moi je le tourne en 2 jours, hein, celui-là, je pense. Alors, je crois que tu vas mettre même 3 jours. Normalement, on le tourne à peu près dans un temps de 10 minutes. Ah, qu'il est cool, hein. Ah oui. Il souffle un peu, mais... Il doit avoir peur à chaque fois que tu serres le ciseau, on va voir comment il fait. Je te le rends. Ah. Que maintenant, il faut faire la définition. Oui, il va être content ce soir, il est beau. C'est-à-dire que ce soir, je vais sortir. Cette coupe sur mesure, Laurent est le dernier berger de la vallée à la pratiquer. Quand il n'est pas sur le terrain ou dans des gradins, Philippe continue son tour des spécialités. Il a maintenant rendez-vous pour un voyage dans le temps. La biscuiterie Véder, c'est plus d'1 siècle de savoir-faire. Il est accueilli par Marie, 30 ans de maison, responsable de la production. On va visiter l'usine. Eh bien, avec grand plaisir. Comment on fait les biscuits de votre enfance? Depuis le temps que j'en mange de vos gâteaux, d'ailleurs ça se voit. Bon, ça va. Et j'aimerais savoir comment ils sont faits, oui. Son enfance, Philippe va y retourner et enfin découvrir les secrets de fabrication de ces gâteaux qu'il aime tant. Oh là, que ça sent bon. Ça sent bon, hein? Cette odeur, c'est celle des biscuits des Pyrénées, des boudoirs et des tourtes. Depuis plus de 100 ans, ce sont les mêmes recettes et les mêmes produits régionaux qui sont utilisés. Seuls les moyens de production se sont développés pour répondre à la demande. 5 minutes de cuisson. 5 minutes de cuisson. 45 les tourtes, 5 là. Mais bien sûr, la main-d'œuvre et le savoir-faire sont irremplaçables. Au-delà de ces machines, il y a quand même beaucoup de personnel qui travaille encore ici. Ah oui, mais le personnel est essentiel parce que les méthodes modernes ne sont pas adaptées à nos produits. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de démoulage automatique pour les biscuits, mais on a des biscuits qui sont moelleux et le système moderne abîme les biscuits. Ici, on fabrique 1800 tourtes et 1200 paquets de biscuits par jour, mais on peut aussi en déguster dans un salon de thé vraiment atypique. Un authentique wagon de voyageurs des années 50
qui offre une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Une façon de rendre hommage à la ligne de train Tarbes-Bagnères, fermée depuis 1970. Ce wagon permet aussi d'attirer les passionnés de train. C'est pour eux et pour les gourmands que l'ancienne maison du garde-barrière a été reconvertie en boutique. Donc là, nous rentrons dans le magasin de l'usine et on a fait la bâtisse autour du wagon. Le wagon qui rentre dans la maison du garde-barrière. Wagon qui a été restauré. Ah non, mais c'est incroyable, hein? Ah oui, mais c'est un wagon, hein. Vous pouvez mettre la casquette. Ça dépend quel grade vous avez. Capitaine, moi. Donc là, vous avez Pic du Midi. Ah oui, le Pic du Midi est en face. Un panorama superbe pour un voyage dans le temps. Avec le plateau qu'amène Nelly, responsable du salon de thé, l'heure de la dégustation a enfin sonné pour Philippe. Les enfants, il ne faut pas faire comme ça, mais c'est comme ça qu'il est extraordinaire. Surtout pas. Monsieur Dentran qui revient, allez, un certain nombre d'années en arrière. On va pas dire, ça se dit pas. Que du bonheur, du plaisir, de l'émotion. Comme je te dis, ça me rappelle ma jeunesse, vraiment, et l'esprit de la gare. J'étais élevé dans ça, puisque mon grand-père était cheminot, et voilà, et donc c'est super. Oui, c'est très bien. Marie m'a fait voyager aujourd'hui, m'a fait faire Voilà. un retour vers le futur. Nous retrouvons Jean-Sébastien là où il se sent vraiment lui-même, c'est-à-dire en pleine nature, pour identifier les fleurs et les plantes des Pyrénées et les faire découvrir. La Bigorre, les Hautes-Pyrénées, oui, on doit avoir 1800 plantes sur pratiquement le tiers de la chaîne. Aujourd'hui, il amène avec lui Erwan et Paul, deux fils turbulents d'amis bagnérais. Va-t-il réussir à les intéresser aux fleurs de ce coin de Bigorre? C'est un bon endroit pour les plantes parce qu'on est dans une zone humide, un peu ombrée. La découverte commence par apprendre à respecter la nature. On évite d'écraser les plantes, les fleurs. Tiens, regarde. Alors, ne faites pas, n'abîmez pas, regardez. Et vous voyez là, toutes les fleurs jaunes là, qui sont penchées comme ça, c'est la consoude tubéreuse. Bon, consoude, il y a le mot consolidation dedans. Ça consolidait les plaies. Donc on était blessés. Ça permettait de faciliter la cicatrisation. On l'a utilisé en médicament. Oui, absolument. Donc on utilise soit les feuilles, les fleurs, que ce soit en infusion, en onguent, en crème. Au fil de l'Ousouette, Jean-Sébastien ne sait plus où donner de la tête. Les fortes pluies rendent la nature particulièrement belle en ce printemps. Il essaie donc d'en faire prendre conscience à Paul et Erwan. Un tapis de jacinthe des Pyrénées, regardez-moi un peu ça. C'est une grosse plante à bulbe. Là, c'est extraordinaire et c'est rare d'avoir des tapis comme ça. Quand vous regardez la fleur, je vais en prendre une. Et vous remarquerez, quand on est dans la famille, c'est la famille des lys. En général, c'est pas toujours le cas, mais c'est des plantes toxiques. Elle est toxique en la mangeant. Ah oui, le bétail n'y touche pas non plus. Elle est toxique en la touchant. Non, pas en touchant, non. Son cheval de bataille, c'est surtout le partage et l'échange de connaissances. Il aime aussi inciter la jeune génération à ne pas délaisser la base, l'étude sur le terrain. Il faut savoir ce que l'on peut conserver, ce qu'il faut protéger. On ne travaille pas uniquement à l'ordinateur, hein. Il faut faire du terrain. Le terrain, Erwan et Paul semblent y avoir pris goût. Pari gagné pour Jean-Sébastien, à en juger par ce bouquet. Transmettre les savoirs, il en est aussi question à Campan, à 30 km de Tarbes. Ici, dans ce paysage de carte postale en bordure de l'Adour, on trouve un moulin à eau, une petite perle du patrimoine rural. En écoutant bien, il n'est pas rare d'entendre de la musique s'en échapper. Un peu hippie, grand amoureux de la vie, Pierre Bro-Arnotti a sillonné l'Amérique par passion pour une musique appelée bluegrass. Mais il n'a jamais oublié ses racines. Son amour pour le coin, c'est ce qui l'a poussé à redonner vie au moulin de Maindagne. Grâce à lui, Raphaël va revivre toute une partie de la culture de la vallée de Campan. Ce qui serait sympa, c'est que tu mettes un petit peu de grain si tu veux. Là, on a du maïs. Et puis après, on va faire tourner ce moulin. Et dis-moi, Pierre, ce moulin, comment se fait-il que toi, tu sois dans ce moulin? Eh bien, en fait, ce moulin, j'en ai hérité il y a quelques années. Et tu sais, c'est un moulin qui fait partie d'une longue lignée, hein, parce qu'ici, dans cette commune de Campan, il y a eu jusqu'à 70 éléments posés sur l'eau. Les gens vivaient pratiquement en autarcie, ils faisaient le lin, ils faisaient le blé, le maïs.
Et donc c'est pour ça que pratiquement chaque famille avait son moulin particulier. Et maintenant que j'ai mis le grain, est-ce que tu penses qu'on peut faire de la farine ou de la mouture Eh bien, on va essayer, on va faire du concassé. concassé. C'est pour les brebis, parce que les brebis, tu sais, ça aime quand ça craque sous la dent. Et pour faire du concassé, il faut mettre en marche les meules du moulin. Pierre amène Raphaël au cœur du mécanisme. Donc, chose incroyable, on va rentrer à l'intérieur du moteur du moulin. Mais je te suis. Alors le principe de fonctionnement du moulin, c'est de dévier un petit peu d'eau de l'adour, de l'amener en amont du moulin par un canal d'amener. Elle va venir taper exactement à l'intérieur des cuillères de ces rouets que nous avons refait il y a quelque temps. Il ne reste plus qu'à amener l'eau jusqu'à l'écluse. À charge pour Raphaël de la libérer afin de redonner vie au moulin. Voilà, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est pas magique? Il y a 2000 ans que l'homme a inventé ça et ça fonctionne toujours parfaitement. Il ne reste plus à Pierre et Raphaël qu'à retourner dans le moulin pour voir le fruit de leur travail. Le moulin tourne. Et voilà la magie du moulin. Le grain transformé en farine. Bien, vas-y. Ah oui, c'est moulu gros. Recréer les gestes de ses ancêtres, perpétuer la tradition, c'est un peu la fierté de Pierre. Et pour Raphaël, voici une bonne vingtaine de kilos de farine qui feront sûrement le bonheur des brebis de son cousin. Par contre, Je te l'amène. Ah mais tu me l'amènes parce que c'est trop lourd pour moi quand même. D'accord, ça marche. À bientôt et merci d'être venu ici. Retour à Bagnères de Bigorre pour une rencontre entre passionnés. Celle de Daniel, c'est le chant. Pour Marc Delacoste, c'est la pêche à la truite. Hydrobiologiste à la ville, il enfile ses cuissardes au moins 2 fois par semaine. Tiens, salut Marc. Alors Daniel, Comment vas-tu? ça va et toi? Et il compte bien transmettre sa passion à Daniel. On y va? Eh bien, on y va. Allez, Ok. en route. Oui. Tu m'amènes où, là? Eh bien, je t'amène au-dessus de Bagnères. Ça va, il fait bon. On va passer un bon moment. C'est le but. Mais Daniel a beau aimer ses Pyrénées, la pêche, c'est pas vraiment son truc. Disons que pour moi, j'ai pas cette patience-là d'attendre en bordure de ruisseau que le poisson morde. Et tu verras que c'est pas de l'attente. Ah oui, d'accord. C'est Oui, parce que, c'est de la traque, c'est de la recherche. La recherche débute par le choix du bon endroit pour sortir les cannes. Au vif et clair, ce tronçon de l'Adour, Marc en a fait l'un de ses repères préférés. Les conditions sont idéales pour initier Daniel à la pêche au toc, la technique locale. Ça aussi, ça s'appelle comment? La pêche au top. C'est la pêche au toc. C'est la pêche traditionnelle des Pyrénéens. Donc la pêche au toc, c'est la pêche avec des appâts. Oui. Ça consiste à faire dériver cet appât dans le courant de manière naturelle. Et si je le contrôle trop, la truite, tout de suite, Elle est elle voit, méfiante, hop, ouais. elle est méfiante. Bon, tu vas essayer un peu au-dessus, là. Daniel. Tu vas t'approcher Ah oui, là. le caillou on blanc. va- oui, juste devant le caillou blanc. T'enlèves doucement avec la main gauche. T'es pris dans l'herbe, là. Tu vois, t'es pris dans l'herbe de la brebis. C'est toute une technique, hein? Ça va venir, ça va venir. Il faudra un peu plus de pratique avant que Daniel n'inquiète la truite pyrénéenne. En revanche, avec plusieurs centaines de titres en tête, rares sont les endroits qui ne l'inspirent pas pour pousser la chansonnette. C'est l'Adour, ça. Ça, c'est l'Adour, ça. L'Espone. L'Adour. La tourte chante à la Mongie, au pied du col du Tourmalet. L'Adour. À l'aube claire de l'été, ils reviennent désaltérés. L'Adour. Elle folâtre à travers les champs de neige de l'hiver. L'Adour. Magnifique. Mais les truites de l'Adour ne sont pas mélomanes, tu vois. Elle risque peut-être d'avoir peur. Non, je pense pas, non. Pourtant, avec Marc à la canne et Daniel au chant, on a tout d'un duo gagnant. Sous ce caillou, souvent. Peut-être. Tiens, Puis elle est belle, ah, celle-là. elle est jolie. Elle est jolie. Attention au courant. Ça risque pas de piquer, Non. Ah oui. Ouh. Une belle, celle-là. Ah, c'est un joli poisson. Dis Hein. donc, oui. Ah, tu vois, c'est une belle fario. Hein. Ouais. Tu veux la Alors- manger ou on la relâche? Non, on la relâche, On la remet? Oui. Allez, je vais la remettre. C'est bien de relâcher les beaux poissons aussi. Oui. En une après-midi de découverte et de pratique, Daniel a peut-être trouvé une nouvelle façon d'apprécier ses Pyrénées.
Retour à Tarbes pour visiter un endroit unique pour la beauté de son architecture de style empire et ses chevaux. Le Haras national est un lieu indissociable de l'histoire de Tarbes. Philippe a toujours eu un attrait naturel pour les chevaux. C'est l'un de ses endroits fétiches. Eh bien. Allez. Tu veux faire la bise aussi? C'est Napoléon Ier qui décida de sa création en 1806. À l'époque, l'Espagne représentait une menace. Le Haras servait à préparer les chevaux pour le combat. Philippe nous le fait découvrir avec Raoul Mur, guide et mémoire vivante des lieux. Oh là là, c'est joli ça. On a eu plus de 200 étalons ici qui, jusqu'au 19e siècle, fin du 19e siècle, servaient à la guerre. Et puis après, avec l'arrivée des fameux chars d'assaut Renault, eh ben on l'a arrêté, directement de faire des chevaux pour la guerre. Et puis ça a poussé dans un premier temps dans l'agriculture et dans un deuxième temps dans le loisir. Évoquer le Haras, c'est aussi faire rejaillir une partie de l'enfance de Philippe. Le Haras, ça évoque mon enfance. On venait à la promenade, c'était Jardin Massé, les Haras et voilà quoi, et tous les chevaux. Bon, après, bon, j'aime bien voir aussi les chevaux en liberté, un peu les anglo-arabes. On entend parler dans le monde entier. Et ici, on a la chance d'avoir cette race, cette marque. C'est incroyable. Quoi. Incroyable, pas tant que ça. L'anglo-arabe, c'est la race emblématique du Haras de Tarbes. C'est ici qu'elle a été créée, fruit de nombreux croisements. C'est un monsieur qui s'appelait Raoul de Bonneval qui a récupéré ce cheval. Donc un cheval qui est ici, un cheval autochtone appelé le Navarin. Et puis il a eu l'idée de le croiser avec des chevaux arabes. Ça s'appelait le Bigourdan amélioré dans un premier temps. Puis après on a été chercher des chevaux en Angleterre, juste après la défaite de Waterloo. Pourquoi? Parce que tu sais, ce cheval il avait un problème avec les antérieurs. Les Arabes, ils ont un problème, tu vois, d'intérieur, donc ils sont très frêles. Et donc on l'a croisé et ça donnait le Tarbais. On peut dire que l'anglo-arabe, c'est un Tarbais? Non, on peut dire que l'anglo-arabe est un Tarbais. Ah bon, d'accord. Et entre Tarbais, le lien passe forcément plus facilement. On sent Philippe prêt à chevaucher, gébélant, mais un étalon ne se laisse pas appréhender comme un cheval de centre équestre. Leur fonction est d'assurer la sauvegarde et l'amélioration de la race. Ils se laissent par contre approcher et caresser lors des visites guidées organisées chaque semaine. Écoute Philippe, merci beaucoup d'être venu nous visiter au Haras de Tarbes. C'est un grand plaisir. Et puis j'espère qu'on va te voir bientôt. Surtout de faire découvrir tout ça. À tout le monde. Pour finir en beauté, Raphaël nous emmène tutoyer les sommets. Nous la retrouvons à Barèges, à 1000 mètres d'altitude. Ce village, c'est l'un des points de départ de la longue ascension vers le Tourmalet, un col mythique de l'histoire du Tour de France, auquel elle a dédié l'un de ses livres. Elle vient le présenter à François et Dédé, deux amis qui travaillent ici. Ce col, c'est leur Tour Eiffel. Les Hollandais, les Danois, les étrangers qui ont quand même la fibre cycliste connaissent quand même le Tourmalet, tout à fait. Ouais. Barèges, on ne connaît pas, mais par contre, on connaît le Tourmalet. On dit qu'on est du Tourmalet, là, les gens, ils situent. Le Tourmalet, c'est le col le plus franchi du Tour de France. Passionné de cyclisme, Raphaël connaît son histoire par cœur. Mais qu'en est-il sur un vélo? Nous l'avons mis au défi, aborder le col avec les jambes en plus de la tête. Un défi qu'elle a relevé avec son caractère bien trempé. La voici donc sur les traces de Bernard Hinault et d'Eddy Merckx. Je n'ai aucune idée de la pente. Par contre, il y a du vent et franchement, c'est dur. Ça commence à brûler dans les cuisses. Voilà, ça c'est le cyclisme. C'est un sport d'endurance. C'est un sport de mental. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir du bon matériel. C'est vrai que quand on fait un retour en arrière sur les années, sur le début du cyclisme, ils montaient avec des pignons fixes. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun changement de vitesse. Ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Avec des vélos qui faisaient certainement plus que le poids de celui-ci. Et à l'époque, les étapes, c'était pas celles d'aujourd'hui. Elles étaient beaucoup plus longues. Il y avait l'étape Bayonne-Luchon, 326 km. Ah, je préfère l'écrire que la faire. Ce n'est pas l'envie mais la neige qui va stopper Raphaël. C'est donc à distance qu'elle doit nous présenter les lieux. Voici en fait le pic du Midi d'un côté, le col du Tourmalet qui n'est évidemment pas encore dégagé. Ce que l'on voit, c'est l'arrivée du télésiège l'hiver, mais le col se situe un tout petit peu plus bas sur la gauche. C'est un col mythique des Pyrénées. C'est un col classé hors catégorie, c'est le plus haut.
Une étape où se creusent les écarts lors de chaque Tour de France et où se déroulent les histoires les plus mémorables. Notamment en 1953, Jean Robic a bénéficié d'une aide illicite. C'est-à-dire qu'en fait, son directeur de course a pensé à lester les bidons pour qu'ils descendent plus vite. Cette ruse-là, qui devait permettre à Robic de gagner du temps avec le poids qu'on lui avait mis 9 kilos supplémentaires, ne lui ont pas été favorables puisqu'il est tombé dans le col. Et en fait, la supercherie a été découverte. L'année suivante, le règlement imposa la présence de liquide dans les bidons, ce qui n'empêcha pas certains directeurs sportifs de les remplir de mercure plus lourd que l'eau. Mais le col est aussi le théâtre d'authentiques aventures humaines, à l'image de celle vécue par Eugène Christophe, le premier maillot jaune de l'histoire. Raphaël lui a également consacré un ouvrage. Elle nous emmène à Sainte-Marie-de-Campan, de l'autre côté du Tourmalet, sur les lieux de l'une des anecdotes les plus incroyables du Tour de France. Il est tombé en fait dans la descente du Tourmalet à une dizaine de kilomètres, à 10 km 2 exactement d'ici. Il a cassé sa fourche, il est descendu à pied, en tenant son vélo, en le portant, en courant, pour perdre le moins de temps possible. Et lorsqu'il est arrivé à l'intersection de l'église de Sainte-Marie-de-Campan, on lui indiquait cette forge. Il a réparé lui-même son vélo, parce qu'à l'époque, toute aide était interdite. Mais par contre, il a perdu le Tour de France sur ce bris de fourche. L'histoire d'Eugène Christophe en est la preuve. Se mesurer aux Pyrénées peut marquer toute une vie. Tradition, valeur, splendeur ou saveur, le pays de Tarbes et de Bigorre, c'est la promesse d'un grand bol d'air et l'occasion aussi de prendre un peu de hauteur.